Merci de votre fidélité à FIM FM. Bonsoir et bienvenue dans Talk Politique, votre émission des débats politiques par excellence. Ici, nous recevons des acteurs politiques, toutes mouvances confondues, et nous donnons également la parole aux citoyens sur les préoccupations du moment. Avec moi dans cette émission, Tierno Suleiman Diallo. Bonsoir. Bonsoir Aliou, bonsoir à tous. Bonsoir à vous, Talibé Bari. Bonsoir, monsieur Bangoura, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission. Du côté de la technique, nous avons Tidjane Kamara et Ibrahima Silla. Ils sont chargés de nous conduire tout au long de cette émission. À la une politique, après avoir rejeté l'accord trouvé lundi dernier sous la supervision du docteur Ousmane Doré pour les partis politiques devant siéger au CNT, l'intercoalition politique dirigée par Mamadou Silla propose à son tour au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et ça a une clé de répartition, contrairement aux autres qui ont tenu compte du poids politique, mais également de la participation aux différentes élections. L'intercoalition a fait une répartition en fonction du nombre de partis à l'intérieur des coalitions ayant participé aux différentes élections en Guinée. À date, le ministère de l'administration a deux clés de répartition sur sa table. Comment le ministre Mouri Kondé pourra départager les acteurs politiques? S'achemine-t-on vers une nouvelle crise? C'est entre autres questions que nous posons dans cette émission. Les directeurs des départements des affaires administratives et financières des ministères et des institutions publiques, les directeurs des régies financières de l'État et les directeurs des établissements publics administratifs ont été sommés de déposer leurs documents de voyage. Les concernés sont intimés de rendre à la fois leur passeport de service personnel et diplomatique pour ceux qui en ont ce mercredi. Est-ce que c'est le début des ennuis pour les DAF? On pose le débat dans cette émission. Après avoir alors trouvé un accord, je parle bien sûr de ces coalitions qui se sont réunies le lundi, eh bien, ils sont en ce moment même dans une autre réunion pour travailler sur les dossiers qu'ils vont déposer au département, au MATD. Donc, on aura dans cette émission Monsieur Boubacar Diallo. Il est le président du PPD. Il sera notre invité dans À bâton rompu. La une politique en chapeau tout d'abord de cette émission, on va s'intéresser à cette mise à la retraite. Nous l'apprenons au cours de la journée. Après les forces de défense et de sécurité, c'est au tour de la fonction publique de connaître un coup de balai. Et nous apprenons que plus de 6 000 fonctionnaires qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Et si chaque année des fonctionnaires vont à la retraite, cette année, c'est le record parce que chaque année, il y avait au moins 3000 fonctionnaires qui partaient à la retraite. Mais cette fois-ci, c'est 6300. Certains réussissaient chaque année à passer entre les mailles du filet. Mais apparemment, ils n'ont pas pu le faire cette fois-ci. Quelle lecture les talkers faites de cette situation? On va poser le débat dans cette émission. Je commence par vous, Monsieur Bari Talibé. En fait, on a envie de dire que c'est la traite des retraites. Parce que vous le savez, comme vous l'avez rappelé, il y a eu beaucoup donc, de décisions mettant à la retraite différents acteurs, différentes personnes et personnalités, donc au compte du contribuable guinéen, donc qui soit de l'armée, de la police, de la gendarmerie. Hier même, des conservateurs de la nature, je crois 437, oui, ont été envoyés à la retraite et jusqu'à ce que ce chiffre nous soit dévoilé aujourd'hui, faisant état de 6300 fonctionnaires devant donc faire valoir leurs droits à la retraite. C'est déjà des mesures dans un premier temps qu'il faut reconnaître comme étant courageuse et parce que cela permet d'envisager le recrutement
d'autres Guinéens au niveau des différents corps ayant été concernés par ces mises à la retraite. Et c'est également courageux parce que cela, certainement, la nécessité de procéder à ces différentes mises à la retraite, c'était déjà avéré sous le régime précédent. Oui. Mais toujours est-il que on n'avait pas pour autant pris ces différentes décisions, même si il faut nuancer pour dire qu'au niveau des forces de défense et de sécurité, il y en a qui ont été envoyés à la retraite alors qu'ils avaient encore quelques années à passer au sein de leurs différents corps. Ouais. Alors aujourd'hui, ce qui me tant soit peu me surprend, même si la question pourrait concerner l'ensemble des autres corps, c'est que comment a-t-on pu à peine justement 2 mois, alors que on nous donnait toujours l'impression que il était difficile de dénicher justement ceux qui se cachaient encore dans les rangs de la fonction publique, alors que ils auraient dû déjà quitter justement leurs différentes fonctions. Comment on a pu en si peu de temps passer des 3000 traditionnels dont vous nous avez parlé, c'est-à-dire que vous nous faites comprendre que annuellement il y a au moins 3000, mais on a doublé la mise et aller jusqu'à 6300. Ça veut dire que pour peu qu'on en fasse un objectif, qu'il y ait un minimum de sérieux, d'efficacité dans justement l'épluchage des effectifs de la fonction publique, on peut encore et encore en trouver des gens embusqués justement et qui auraient dû déjà aller à la retraite. Pour en terminer, hier nous recevions ici justement des responsables d'une ONG dont le cheval de bataille, c'est justement agir à l'effet de faire en sorte que les effectifs de la fonction publique se renouvellent et que ceux qui doivent aller à la retraite y aillent. Ils nous dévoilaient ici des techniques qui permettent encore à des personnes qui sont déjà à la retraite de se faire de se rajeunir et de revenir. Et voilà, il citait par exemple le cas de ceux qui profitent d'une mesure prise par le gouvernement, parce que le gouvernement, dans le cadre d'encourager nos compatriotes vivant à l'étranger à rentrer pour servir leur pays, le gouvernement a pris une mesure d'équivalence en termes de traitement reçu à l'étranger, et que ce type de traitement, par exemple, si vous prenez $3000 en France, on vous garantit de prendre les mêmes $3000 une fois rentré au pays. Oui. Mais il y a des gens qui sont à la retraite qui se recyclent ou se font recycler en qualité de Guinéens de la diaspora et à renoncer à leur fonction. Les gens ont toutes les techniques. Donc ça veut dire que franchement, il faut continuer à y travailler. Ouais. Peut-être qu'avant même début janvier, on pourrait nous annoncer d'autres retraites parce qu'il en reste encore qui traînent dans la fonction publique. En tout cas, il faut préciser que ces 6000 et quelques n'ont rien à voir avec le recensement enclenché actuellement, parce que ce recensement vise à détecter les fictifs. Donc ça veut dire qu'on aura encore beaucoup plus. On peut aller jusqu'à 10 000 personnes qui vont en tout cas quitter définitivement le fichier de la fonction publique. Alors le président de la transition a fait savoir que c'est un droit, que ceux qui vont à la retraite ne doivent pas penser que c'est juste contre eux. Ben écoutez, c'est ça le principe. Oui. Donc le colonel président n'a fait que le rappeler. Malheureusement, c'est un principe qui avait été foulé au sol, oui. Pour ne pas dire complètement oublié, du fait que les autorités, en complicité avec, des agents de la fonction publique, en complicité avec certaines autorités, avaient réussi à faire de sorte que ce principe ne s'applique plus, ouais. Et que d'ailleurs qu'il y ait autour de cette opération disons une sorte de campagne de trafic, oui. de trafic illicite, pour permettre à certains compatriotes
de s'enrichir sur le dos du contribuable. Ouais. Alors Parce que la charge était vraiment lourde. Absolument. L'État avait vraiment une charge. Chaque année, si on vous dit combien de milliards l'État dégageait pour payer ses fonctionnaires qui devraient être à la retraite ou c'est fictif, c'est extrêmement grave. non, c'est très grave, mais Dieu faisant bien les choses, vous savez que avant l'avènement du CNRD, il y a eu une sorte de comment ça peut, en tout cas, il y a eu un gros déballage justement dans ce domaine où un certain colis Oui. à la tête d'une structure D'un collectif justement en tout cas qui est en train de dénoncer ces Absolument. magouilles, collectif qui parle de 2000 fonctionnaires qui devraient être à la fonction publique. Malheureusement, voilà. leurs matricules ont été transportés ailleurs. Vous voyez, donc déjà, je crois que c'est un aspect dont on peut tenir compte pendant le travail qui est en train d'être fait. Ouais. Parce que, à écouter Monsieur Colli, pratiquement tout ce que nous entendons là, il y en a encore pire, parce qu'il y a des fonctionnaires, des responsables de la fonction publique et peut-être d'autres départements avaient une sorte de réservoir de matricules qu'ils pouvaient revendre ou en tout cas distribuer à leur guise. Il y en a qui s'attribuaient ces matricules Oui. en connivence avec des personnes, des prête-noms avec lesquels donc ils partagent le profit, parce que si le paiement est fait au nom de ces personnes, chaque fin du mois, ces personnes vont faire le retrait de l'argent et puis ils viennent verser une sorte de... En tout cas, c'est une sorte de réseau, il faut le Non, préciser. c'est un réseau. J'ai même appris qu'il y a des cadres qui détiennent des matricules, ce n'est pas des matricules qu'ils vont vendre, mais qu'ils vont garder, mais qui vont percevoir Absolument. l'argent de ces matricules C'est ça. comme si ces personnes existaient. Donc, en plus de tout ce qui a été déjà dit auparavant, il y a ces autres aspects à tenir en compte, Oui. et qui font que, si je suis d'accord avec Talibé, si le travail se fait sérieusement dans ce secteur aussi, au bout d'un moment, on va être très agréablement surpris eu égard à l'économie qui se fera dans le budget de l'État. Seulement, il faut vraiment que tout le travail, que tout le sérieux accompagne ce travail, C'est clair. et qu'à un moment donné, que la machine ne s'arrête pas parce que étant face à quelqu'un de particulièrement sensible ou puissant. Ah bien, voilà, l'autre question, je vais revenir vers vous, Talibé. C'est bien beau d'envoyer les gens à la retraite, mais si des gens partent à la retraite, il faut recruter d'autres. Mais le recrutement aussi, comment ça va se faire? Je pense qu'il faut prévenir cela également, parce que c'est à travers les concours que des personnes des méritants peuvent accéder à la fonction publique. Donc je pense de ce côté également, il faut interpeller les autorités au moment de ces concours-là, qu'il y ait des concours transparents, permettant en tout cas aux Guinéens qui méritent d'être à la fonction publique d'y être sans que nous enregistrons ce que nous avons vécu par le passé. Oui, cette question, elle est importante, elle est peut-être même en amont de ces différentes décisions de mise à la retraite, parce que justement, il y a une forte magouille pendant ces concours de recrutement, parce que vous avez la possibilité déjà de positionner un parent, de soudoyer des cadres du ministère de la fonction publique pour que même parfois, quand ils n'ont pas fait de test de recrutement, les personnes que vous recommandez puissent donc être, disons, obtenir la possibilité d'être recrutés. Donc, le tout n'est pas d'envoyer ceux qui ont déjà atteint l'âge de la retraite à la retraite. Le tout n'est pas de débusquer seulement les fictifs et autres. Donc c'est une vaste opération. Mais de l'autre côté, le colonel se fait un peu le chantre d'un rajeunissement. On voit un peu
pratiquement le visage de son gouvernement. Oui. Et apparemment... Et même ceux qui aujourd'hui contrôlent l'armée, c'est presque des colonels. Absolument. Et donc, cela doit se traduire par une fermeté, une transparence et la détermination de donner la chance à tous ceux qui en ont le mérite, à tous ceux qui en ont les aptitudes, d'être donc admis pendant ces tests, ces concours de recrutement, parce que à ce niveau, il y a également assez d'efforts, assez de dispositions et de mesures pratiques à mettre en place pour que cela ne tourne pas en une vaste opération sinon on finira par remplir encore. Ça sera inutile. Si le concours n'est pas bien fait, on aura nettoyé le fichier, mais on va encore se retrouver avec quel nombre de personnes? Oui, mais cette question que vous soulevez rappelle aussi, et je me demande bien comment cela va être traité, le cas de ceux qui sont stagiaires éternels. Ouais. Également, dans l'administration. Oui. On a appris dernièrement que la ministre de la Justice, la garde des Sceaux, qu'elle aurait décidé de renvoyer. Oui, justement. Mais s'ils sont stagiaires, ils peuvent passer par un concours pour être à la fonction publique, mais ils ne peuvent pas être stagiaires et être engagés directement sans passer par un concours. Il y en a justement. C'est pour dire. C'est ça la logique. C'est pour dire que ces stagiaires éternels, c'est l'une des tares de la fonction publique. Malheureusement, vous y venez et vous ne vous contentez pas de 3 mois de stage ou au maximum de 6 mois, et vous y passez des années. Et finalement, vous vous donnez le droit d'être intégré de but en blanc comme fonctionnaire. Et cela aussi risque de poser problème lorsque les recrutements vont être annoncés. Évidemment. Et ne soyez pas surpris que ces personnes se prévalent d'une sorte de sacrifice consenti à l'administration et qui leur vaudrait et qui leur donnerait le droit donc de passer subitement au statut de fonctionnaire de l'État. Bien, on va à présent changer de sujet. On va s'intéresser à cette autre actualité. Nous apprenons que les directeurs des départements des affaires administratives et financières des ministères et des institutions publiques, les directeurs plutôt des régies financières de l'État et les directeurs des établissements publics administratifs ont été sommés par les nouvelles autorités de déposer leurs documents de voyage. Nous avons également appris depuis quelques semaines une commission mise en place par le CNRD est en train de travailler sur les avoirs des commis de l'État qui ont géré les fonds publics, les gels des comptes domiciliés dans les banques primaires des DAF et d'autres ont abouti à des découvertes surprenantes. Le directeur d'un EPA aurait un solde créditaire de 37 milliards de francs guinéens sur son compte et en son nom, tandis qu'un DAF d'une haute juridiction aurait 15 milliards sur son compte. Nous apprend nos confrères de Guinée News. Déjà, nous avons un dans ce studio. Comment avez-vous appris cette nouvelle et surtout cette décision des autorités de saisir les dossiers de ces responsables? Écoutez, à lire le texte pour un grand journaliste que vous êtes, vous savez tout de suite que c'est par, disons, l'une des façons classiques pour les journalistes de s'informer, parce que la source, elle est gardée sous anonymat. Oui. Ça suppose que c'est quelqu'un qui ne peut pas apparaître, parler à visage découvert, oui, mais qui trouve nécessaire tout de même de partager l'information, parce que c'est d'utilité publique. Quand vous voyez la monstruosité des montants ouais, que des individus... 37 milliards, c'est pour c'est un fonds pour investir dans ce pays, pas pour un individu. Absolument. Ce n'est pas une entreprise privée quand même. Voilà, c'est extraordinaire. Donc comme ça se fait, d'ailleurs beaucoup affirment à travers Mirador les investigations. Vous savez que c'est l'un
disons, c'est l'une des armes les plus redoutées, les plus redoutables dans la presse. Et Guinée News en fait aussi. Donc c'est par la magie de cette pratique qu'on a cette information. Et heureusement que ça se découvre, parce qu'à partir du moment où l'opinion s'informe, je crois que ça peut susciter, ça peut encourager d'autres qui ont d'autres informations sur peut-être ces agents de l'État, mais peut-être sur d'autres qui vont partager pour que ensemble on réussisse vraiment à aboutir à des résultats permettant à la Guinée, pour cette fois-ci, d'amorcer le décollage tant attendu, parce que si tous ces avoirs tels qu'annoncés ont réussi à remettre la main dessus, mais figurez-vous qu'on n'aura pas beaucoup de problèmes de ressources. On n'aura qu'à on ne va pas tendre trop la main, en tout cas, sans doute, parce que actuellement. En tout cas, il y aura de quoi faire beaucoup de choses dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, dans le cadre de la lutte contre la précarité dans ce pays. Donc, c'est dire que. Est-ce que peut-on craindre pour ces DAF? Craindre, naturellement oui. Tout logiquement oui. Il faut craindre que ils se retrouvent face à leurs responsabilités et que justement la justice fasse son travail et que chacun paye pour ce qu'il a fait. Heureusement que à travers les comptes bancaires et d'autres méthodes encore, parce que les avoirs, ce n'est pas qu'en banque. Vous avez forcément d'autres avoirs dans d'autres secteurs. Bien sûr, et des investissements. Dans l'immobilier, vous savez, voilà. Bien, donc on va Thierno Souleymane, on va revenir dans la deuxième partie avec les autres talkers pour continuer sur ce même sujet. Retour dans ce studio après les DAF, après plutôt les ministres du régime Alpha Condé. C'est au tour des DAF et les directeurs des régies financières, mais aussi les directeurs des établissements publics administratifs qui sont sommés de déposer leurs documents de voyage. On en parle dans cette émission. Mais avant, nous allons lire vos réactions sur la page Facebook de Film Guinée. Nous avons une réaction de Bassara Loubadio qui nous écrit bonsoir, plutôt 37 milliards, ça nous fait 33 écoles primaires et de 6 classes dans les 33 préfectures de la Guinée à raison d'1,2 milliard par école. C'est une réaction de Bassara. Une autre de la part de Abdoulaye Djouma Bari. Bonsoir Aliou et à tous les talkers. Une initiative à saluer, surtout à encourager dans la durée 6 000 fonctionnaires à la retraite permettra à rajeunir la fonction publique dans les pays sérieux. On a toujours hâte d'aller à la retraite. Je me demande pourquoi ce n'est pas le cas dans notre pays. Bonne soirée à vous et au sage Talibé Bari. Merci à vous, Abdoulaye Djouma, pour votre message. Bolokada Tourama également nous écrit bonsoir mes talkers. Je commence à apprécier le colonel et ses hommes. C'est un acte salutaire et honorifique de sa part. Pousser ces démons fonctionnaires à la retraite est un ouf de soulagement. Mes frères, je dis chapeau au colonel, mais il doit accepter de libérer notre champion, le professeur Alpha Condé. Bolokada Tourama, l'enfant chéri de Dingirai, communicant du RPG Arc-en-Ciel Volcom. Nous avons une dernière réaction de Moreno So. Bonsoir les talkers amicalement à toute l'équipe. La coalition de Mamadou Sylla veut seulement saboter la répartition que la majorité a signée. Mais seul le MATD peut mettre fin à tout ça. J'espère qu'il sera à la hauteur des attentes. Je vous suis depuis Luanda. Merci infiniment à vous, Moreno. Nous poursuivons à présent les débats. Et je vais d'abord saluer Idrissa Sompare qui nous rejoint. Bonsoir Idrissa. Oui, bonsoir et bonsoir à tous. En forme? Oui, merci, ça va. Bien, alors Talibé Bari, les DAF aussi doivent déposer leurs documents de voyage. Oui, les DAF, mis devant leurs GAF.
les gaffes en matière de gestion. Ah oui. Et c'est même, disons, très gentil de parler de gaffes parce qu'ils sont soupçonnés d'être, disons, les bras financiers du régime du président Alpha Condé qui, il faut le lui reconnaître, a eu quand même l'idée de faire confiance en des jeunes gens afin qu'ils contribuent, disons, à changer les pratiques, à changer les mentalités, à changer les méthodes de gestion financière héritées du régime Lansana Conté. Et donc ces DAF ont été recrutés en 2012 et donc placés au fur et à mesure à la tête des différentes directions administratives et financières des ministères, oui. des EPA et autres services administratifs. Et finalement, au fur et à mesure, on a vu ces DAF qui, avant, se promenaient plus ou moins en tapette et prenaient le taxi avec nous dans les quartiers. On les a vus se transformer en des nababs, en des princes arabes, disposant de tout et narguant de l'autre côté la populace, le bas peuple, et donc parce que s'étant adjugé ce qui revenait de droit à l'ensemble du peuple de Guinée. Aujourd'hui, qu'on nous parle de 37 milliards découverts dans le compte d'Endaf, on ne peut dans un premier temps que mettre cela au compte d'un pillage systématique des ressources que ces hommes ont eu à gérer. Parce que ces DAF, il faut quand même se rendre compte que quelque part on les dispense d'une responsabilité qui est pourtant plus grave parfois que celle des ministres dans ce qui se passe. Les ministres, parfois, les postes ministériels sont très éphémères dans ce pays. Vous venez, vous y faites 1 an, 2 ans, à la 3e année, vous êtes parti. Et alors qu'il y en a qui sont DAF depuis pratiquement 8 ans, 9 ans et d'autres encore. Et donc, on changeait régulièrement de ministère, se retrouvant DAF dans les ministères ou devenir ministre, parce que est-ce que si vous vous souvenez du cas des 200 milliards détournés, est-ce que cela nous rapproche un petit peu? Docteur Ousmane Kaba faisait même allusion à cette affaire de 200 milliards du Nabaya Gate, donc de Djenab qui était Madame Djenab qui était donc ministre de l'enseignement technique. Ousmane Kaba disait ce matin que le niveau de corruption, la corruption dont le régime Alpha Condé s'est rendu coupable n'a jamais été égalé par les régimes précédents. Et aujourd'hui, donc que le colonel, même si pour beaucoup il y va timidement, qui décide de geler d'abord des comptes de personnalités que l'on connaît et ensuite de saisir leurs documents de voyage pour ne pas qu'ils aient à quitter le pays et à se soustraire des griffes de la justice. Il faut attendre l'étape suivante, même si, comme je l'ai dit, certains estiment qu'il y a déjà suffisamment d'éléments qui auraient dû valoir à certains d'être déjà en prison en attendant leur jugement. Donc, nous attendons de voir ce que cela va donner et espérer que l'organe annoncé par le président de la transition dans le cadre de la, disons, la moralisation de la gestion publique, que cet organe soit installé, parce que nous allons vers le 3e mois depuis que le CNRD est en place. Donc il faut aller rapidement vers la mise en place de cet organe pour en terminer, parce que le Ousmane Kaba lui-même rappelait que l'audit, c'est forcément le point de départ, et avant de parler de la justice. Donc il faut avoir des éléments à charge, et ces éléments à charge ne peuvent être révélés, obtenus, découverts qu'à travers un audit de la gestion faite des différentes ressources mises donc à la disposition de ces gestionnaires publics. Bien. Idrissa Somparé, que pensez-vous de cette autre affaire, hein, parce qu'on nous parle de... Ça, il faut le dire, c'est la saisie de dossiers de ces responsables
des DAF, mais également des EPA. Et surtout, parce qu'après mobilisation de l'argent, comment il va être utilisé, parce qu'il ne faudrait pas avoir des fonds et après, sans connaître comment ce fonds va être géré après. Oui, je pense que c'est une mesure salutaire et qui a d'ailleurs en quelque sorte tardé, puisqu'il fallait le faire depuis bien avant d'ailleurs qu'on soit dans cette situation. Si le régime précédent était dans la logique d'assainir et surtout de moraliser la gestion publique, et il fallait y faire. On a quand même assisté à un enrichissement insolent qui n'a même pas été caché. La plupart ne se sont pas gênés. Peut-être forcément ils n'attendaient pas à ce scénario. Et donc ils ont exposé et finalement beaucoup de Guinéens étaient choqués de voir quand même que dans un pays où les gens ont du mal même à joindre les deux bouts, on a même du mal à rejoindre le service on trouve des Guinéens qui, par miracle, en peu d'années, commencent à bâtir des immeubles dignes des palaces. Voilà, en quelque sorte. Donc ça, il faut le dire que c'est choquant. Une fois de plus, au-delà des comptes qu'on découvre aujourd'hui, qui donnent des tournées à plus d'un, il faudrait aller plus loin parce que beaucoup ont d'ailleurs aussi des infrastructures qu'ils ont mis en place. Il faut saisir. Hein, si... il faut donc, parce que en réalité, sous cette transition, il faut quand même dire qu'il faudrait surtout compter sur les ressources internes. Alors, ceux qui ont amassé beaucoup de richesses de notre pays, qui en ont fait un bien privé ou familial et qui ont d'ailleurs peut-être pensé que c'est un héritage, hein, parce que comment quand même tu peux être DAF dans un département et que tu penses que tout l'argent qui tombe dans ta main, c'est comme si c'était de l'héritage qui te revenait. Et donc, au-delà, ça doit servir d'exemple pour que ceux qui se sont permis de s'enrichir. Parce que c'est vrai que la plupart, forcément, on fait souffrir des projets dont la population avait besoin juste pour enrichir et amasser leurs comptes. Et là, c'est tout le pays qui en a payé les frais. Imaginez aujourd'hui, quand on prend les routes de Conakry, combien de fois complètement défoncées un peu partout. Alors qu'il y a des Guinéens qui deviennent riches plus que même des ministres en Europe. Pour te dire combien de fois il y a eu du laisser-faire, il y a eu du laisser-aller. Et là, une fois de plus, il faut donc saluer ce courage qui a été engagé. Et en plus, que la justice puisse aller très loin, naturellement, en termes de sanctions, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit que des annonces. Beaucoup, à mon avis, ont pu amasser ces sommes-là parce qu'ils étaient aussi en combine avec leur département. Avec même les ministres. Avec les ministres, parce qu'en réalité, à la fin de l'année, on doit savoir quand même qu'est-ce qui a été fait, les activités qui ont été menées pour que ces sommes puissent être évacuées. Et en tout cas, les budgets qui ont été alloués à des ministères puissent être évacués. Alors, si ils ont pu s'enrichir à ce niveau-là, c'est que en quelque sorte, c'est tout un fil, c'est un labyrinthe. Ça dénote que nous avons, si nous sommes aujourd'hui au niveau de développement qu'on connaissait, parce que certains Guinéens ont à un moment donné, certains Guinéens ont préféré, en tout cas, de travailler pour eux-mêmes que ils ont pour préféré le les pays. personnes à la place du pays. Ça manque de patriotisme. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, fidèles auditeurs. Vous écoutez FIM FM 95.3 et nous sommes toujours dans Talk Politique et à la une, on va s'intéresser à présent à la politique. Je le disais tantôt, rien ne va pour l'instant au sein de la classe politique. Après la clé de répartition faite par l'équipe de Dr Ousmane Doré, nous avons vu ce matin également une autre clé de répartition. Elle vient de l'intercoalition politique dirigée par Mamadou Sylla. Cette autre coalition a préféré faire son propre partage. Mais contrairement aux autres qui ont tenu compte du poids politique et de la participation aux différentes élections, l'intercoalition dirigée par Mamadou Sylla a fait une répartition en fonction du nombre de partis à l'intérieur des coalitions ayant participé aux différentes élections. Par exemple, la CORED dirigée par Mamadou Sylla, selon le partage, a 15 partis au sein de cette coalition. Donc, cette coalition obtient 3 sièges et le RPG, selon ce partage, a 7 partis politiques au sein de cette alliance et a obtenu 3 sièges. L'ANAD, selon ce partage, a 3 partis et obtient 3 sièges. Et les autres, comme COPED, a 6 partis politiques, obtient 2. Et ADC-BOC a 3 partis politiques, obtient 2 également. UFR et
allié, je ne sais pas, on veut parler de quoi là, à 2 partis politiques, a obtenu un siège, et puis CPR dirigé par docteur Fayami Limono, et lui, il a obtenu un siège. Aujourd'hui, il faut le préciser, le ministère de l'Administration a 2 clés de répartition sur sa table. Comment le ministre Mori Kondé pourra départager ses acteurs politiques? C'est la question qu'on se pose dans cette émission, Talibé. Comment comprenez-vous d'abord ce partage et contre-partage? En fait, ce qui pourrait être regrettable, c'est que vous avez l'intercoalition donc dirigée par Mamadou Sylla qui participe aux tractations devant mener à un partage consensuel de 15 places. Et donc, cette intercoalition va jusqu'à participer à la réunion, disons, qui a pris tout le monde de court, tenue dans un hôtel de la place jeudi dernier, et participer au débat, participer à la définition des critères donc, de choix à la fois des partis politiques devant et envoyer des représentants donc des partis politiques et des coalitions. Donc, ils participent à cette phase importante, et le surlendemain, c'est une rencontre pendant laquelle on déjuge tout ce qui a été tiré comme conclusion de cette réunion de vendredi. De jeudi. Oui. Donc, déjà, peut-être que la coalition, l'intercoalition amenée par Mamadou Sylla se sentait déjà en minorité, ou peut-être à travers ces critères avancés. Ces critères, ou disons, comme semble le montrer la clé de répartition qu'ils ont élaborée, peut-être qu'ils voulaient être, disons... et ils n'ont pas tenu compte du pouvoir, mais plutôt... Aussi, ils voulaient être aussi royalistes que le roi. Oh oui. Parce que quand on parle d'un parti politique, lorsque une question de répartition se pose, et même que ce soit à l'Assemblée ou ailleurs, la question qui se pose d'abord, qu'est-ce que vous valez? Vous pesez quoi dans l'arène politique? C'est pas le fait d'avoir des multitudes de partis politiques, c'est plutôt c'est l'impact. Vous pouvez avoir justement 150 partis dans votre coalition, mais si chacun de ces partis ne vaut pas, disons, comment dirais-je, ne peut même pas... Vous ne pouvez même pas remplir la tribune officielle du stade du 28 septembre, ça ne représente absolument rien. Donc ce n'est pas une addition de partis politiques qui détermine le poids d'une coalition, c'est justement l'électorat que draine chacun des partis, ou en tout cas les partis qui se retrouvent au sein de cette coalition. Donc pour moi, l'intercoalition de Mamadou Sylla fait fausse route, parce que moi j'attendais quoi? Une sorte disons, d'intelligence, disons, vicieuse de la part de l'intercoalition de Mamadou Sylla, parce que la répartition faite par l'équipe amenée par Ousmane Doré donnait 4 sièges au RPG, 4 sièges à la NAD. À la NAD. On a vu que selon cette répartition, la Corée devait avoir un représentant. Bien sûr. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, ils se tapent 3 représentants, s'alignant sur l'ANAD, où il y a la grosse machine de l'UFDG, et s'alignant sur le RPG qui était jusque-là parti au pouvoir. Je pense que ce n'est pas objectif. J'aurais compris par exemple que l'ANAD et l'UFDG est chacune en tant que et le RPG est chacune en tant que famille politique, 3 représentants. La Corée s'en donne 2. Bien. Et après, peut-être que je me suis même posé la question, pourquoi justement ADC Bok. Parce que ADC Bok nous a dit qu'il a déjà déposé sa liste. Et il a déjà déposé, il fait partie de l'intercoalition dirigée par Mamadou Sylla. Vous savez, cette intercoalition a des coalitions. C'est composé de Corède et de ADC Bok. C'est ce qui fait l'intercoalition. Ceux-là qui ont déjà déposé leur liste, moi je pense que ça ne valait pas la peine de les associer justement à cette répartition. Donc aujourd'hui, on découvre malheureusement une répartition
très discutable en termes d'objectivité. Et à mon avis, lorsque Makanera le disait ici plus ou moins de façon sarcastique hier, pour lui, quand vous prenez le RPG et l'UFDG, vous avez déjà 95% de l'électorat guinéen. Lui, il avait voulu une répartition qui aurait fait, selon lui, 7 pour l'ANAD, 8 pour le RPG, et c'était ça, la clé de répartition que lui, il estimait, en tout cas, disons... être logique et valable. Logique et réaliste. Et finalement, si on a trouvé des jeux de croisement, on a trouvé la possibilité donc de faire en sorte qu'il y ait d'autres qui aient un certain nombre important. La clé de Mamadou Sylla, Edouard Jotomo disait que ça n'engageait que Mamadou Sylla. Bien, ça n'engageait que Mamadou Sylla. Comme l'a dit aussi Mamadou Sylla, que ce partage fait par l'équipe dirigée par Ousmane Doré n'engageait que l'équipe de Ousmane Doré. Alors, ça veut dire que nous nous acheminons vers une crise, ou bien Mori Kondé aura l'intelligence de départager ses acteurs politiques. Vous le pensez, Keno Suleiman? Non, écoutez, moi je pense plutôt que cette histoire de CNT, c'est là, disons, le talon d'Achille de la gouvernance du CNRD. Parce que autant le CNRD a séduit à travers les faits et gestes, ces faits et gestes jusque-là, mais au niveau du CNT, on n'arrive pas. Ça, mais parce que c'est comme si... mais le CNT, là, il ne faudrait pas... Je ne sais pas, je ne vais pas faire l'avocat du diable. Le CNT, plutôt le CNRD, s'est complètement débarrassé du cas du CNT. Non, justement. C'est pas au CNRD de contrôler, de gérer. Justement, c'est là l'inconséquence. Ça ne devrait pas l'être ainsi, pour ne pas dire l'irresponsabilité. Parce que le CNRD ne peut pas, de bout en bout, maîtriser toute la chaîne en ce qui concerne cette transition et jeter la problématique de la composition du CNT dans la figure des gens. Parce que c'est vrai, on parle beaucoup des politiques aujourd'hui, mais ce n'est pas que parmi les politiques où il y a des problèmes. Vous savez le tollé qu'il y a eu, même au niveau de la presse. Vous savez le tollé qu'il y a encore au niveau des organismes de jeunesse, sans parler de femmes. Donc à ce niveau, il faut que le CNRD, particulièrement le ministère qui l'a responsabilisé, et je ne sais d'ailleurs pas si ce n'est pas à tort, il faut que le colonel Doumbouya reprenne les choses en main et donc définisse des critères clairs qui permettent à un parti politique ou à une structure telle que définie dans la charte d'avoir un représentant au CNT. Sans cela, toute la pagaille qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui, dont l'illustration la plus spectaculaire se trouve aujourd'hui chez les politiques qui n'est pas aussi surprenant. C'est de la responsabilité entière du CNRD. Parce que le colonel Doumbouya, quand vous l'entendez parler de la classe politique guinéenne, Mais est-ce qu'il pouvait aussi... parce que vous avez vu, le CNRD a essuyé quand même des critiques concernant la charte. Les acteurs politiques mais ça ne l'a pas empêché de le faire. Les acteurs politiques ont dit on n'a pas été associés. Mais ça ne l'a pas empêché de le faire. Aussi contrôler le CNRD, la désignation. Si le CNRD tenait compte des beaux yeux des gens, il n'aurait pas pris le pouvoir. Bien. Il y a eu combien de mécontents qu'il a fait du simple fait de prendre le pouvoir. C'est vrai, les Guinéens, dans leur majorité, en tout cas, ont manifesté une certaine réjouissance, une certaine satisfaction, mais ça ne fait pas... il faut avoir le courage. Absolument. Ce courage. Sans cela, depuis le 5 au niveau du CNT, vraiment, il y a quelque chose qui se trame, et si le colonel n'y prend garde, ça risque d'être des problèmes que finalement lui-même il ne parviendra pas à maîtriser. Est-ce que vous pensez la même chose? Est-ce que vous pensez que c'est primordial que le CNRD reprenne la main concernant la répartition, la désignation des membres du CNT?
d'un moment à un autre, il va falloir qu'ils prennent une décision pour qu'on avance, puisque la transition, ça traîne, il y a la confusion, besoin... il y a des disputes un peu partout. On m'apprend tout à l'heure même que même au niveau de la désignation de représentants des jeunes de Conakry, et qu'il y a problème. Eh bien, demain, je promets qu'on aura Daraba dans cette émission. Est-ce qu'on peut continuer avec Idrissa Sompari, Tidiane? Eh bien, on me dit que ce n'est pas possible. Alors, on va revenir avec vous, Sompari, pour conclure. Si c'est maintenant que vous venez de nous prendre en marche, vous écoutez FIM FM 95.3. Nous sommes toujours dans Talk Politique et vous nous suivez via nos plateformes numériques. Merci de votre fidélité. Nous poursuivons cette émission. Mais avant, nous allons lire les réactions des internautes sur la page Facebook de FIM Guinée. Nous avons une réaction de Barry Abdoulaye Fougoumba. Bonsoir Talk Politique. La CORED a fait un bon travail. Cette répartition est juste et équilibrée. Seules les futures élections peuvent nous édifier sur les poids des différentes formations politiques. Monsieur Talibé doit savoir que ce qui était hier ne peut pas être aujourd'hui. Parmi ces leaders, il y a beaucoup d'entre eux qui n'ont jamais participé à une élection pour qu'on puisse connaître leur poids politique. Donc attention au jugement hasardeux. Voilà, et bien c'est pas possible. Nous avons eu une autre réaction de la part de Kernoba Moné Nemo. Bonsoir cher Tolker, la Guinée est extraordinaire. Un DAF a payé moins de 10 000 euros qui a 57 milliards sur son compte. Je suis passé à côté de ma vocation. L'ICP de Mamadou Sylla me fait rire. Franchement, certains partis, dans leur truc, les leaders de certains partis ne gagneraient même une élection dans leur propre famille. Mieux même, le leader ne voterait pas pour lui-même. Trop de foutaise dans ce pays. Si vous êtes aussi fort que le RPG et l'UFDG, rendez-vous prochain au communal et législative. Nous avons une dernière réaction de la part de Aziz So. Bonsoir à toute l'équipe des Talkers. Je pense que le gel des comptes des anciens dignitaires constitue un salut dans le cadre de la lutte contre le détournement des deniers publics en Guinée, mais il faudra que les autorités aient moins pour se procéder à sanctionner les coupables. La récupération des biens permettra aux autorités de financer plusieurs projets de développement, mais aussi accroître le budget de l'État, signé l'enfant de Bouliuel. Merci infiniment à vous, Abdoul Aziz So, pour votre intervention. Nous poursuivons à présent cette émission avec vous, Sompari. Je disais tantôt, que pensez-vous que doit faire aujourd'hui le CNRD, parce que Suleiman disait tout à l'heure que ça devrait revenir au CNRD comme l'a fait dans les autres structures de l'État, prendre la décision de définir les critères pour désigner les membres du CNT. Oui, justement, si le CNRD a envie qu'on avance dans ce débat, il faudrait qu'il prenne sa responsabilité, parce que ce n'est pas une première. On a souvent d'ailleurs vécu, chaque fois qu'il est question de départager ses politiques sur les critères, entre autres, chacun trouve, il faut le rappeler, des explications à son avantage. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre. Ils ne vont jamais s'entendre, puisqu'on le sait, cette guerre d'ego, en quelque sorte, a souvent été au centre des incompréhensions qui ont marqué chaque fois qu'il était question de faire appel aux politiques pour nous faire avancer sur des questions de partage. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de voir depuis Belle Lurette, vous l'avez sans doute compris. Ils ont du mal d'abord à s'asseoir et s'entendre sur un certain nombre de critères, parce que beaucoup estiment aujourd'hui que ce qui était hier ne l'est pas aujourd'hui. Alors que pour l'instant, si on n'a pas aujourd'hui, il faut donc s'appuyer sur hier. Et forcément, donc ce sont les élections d'hier qui peuvent c'est une évidence. Les partis qui ont un poids sont connus dans ce pays, donc je ne pense pas qu'il faut... Justement, parce que justement, moi je souffre un peu, parfois on le sait, que ce sont sur les bases ethniques qui déterminent aussi la force de certaines formations politiques aujourd'hui. Quand on parle du RPG, de l'UFDG entre autres, il n'y a pas d'autres critères derrière. Les uns et les autres, ceux qui ont pu avoir cette assise sur le plan ethnique sont devenus les grands partis. Malheureusement, moi je souhaite d'ailleurs que ça ne soit pas le cas, qu'on ait des grands partis guinéens que des partis qui ont plus de connotations ethniques. Et cela, à mon avis, il faudrait donc que ce
travail soit fait en amont. Malheureusement, c'est le cas, à moins qu'on refuse de le reconnaître. Bien. Alors, pour ce qui concerne cette question de répartition, je pense d'ailleurs que ça peut arranger ceux qui sont en train de solliciter, souhaiter que cette transition perdure. Parce qu'ils savent que c'est peut-être un piège entre les formations politiques. Parce qu'on sait que s'il faut les laisser se décider, on pourra faire des mois et des mois sans Et pendant ce temps, ce sont ces mêmes acteurs politiques qui veulent que cette transition soit peut-être moins... C'est qui est un paradoxe. Oui. Parce qu'à un moment donné, ça me renforce aussi dans ma position de dire que la plupart pensent que être présent aujourd'hui au niveau du CNT, c'est peut-être aller défendre les intérêts de sa formation politique, alors que ce n'est pas le cas. Au niveau du CNT, on vient quand même pour décider sur des questions de la Constitution, sur d'autres lois qui peuvent venir. Et finalement, on vient pour la Guinée, on ne vient pas pour la formation politique. Bien. Qu'on ait son représentant là-bas ou pas, il suffit qu'un bon travail soit fait et que chacun s'y reconnaisse, à mon avis. Oui, allez-y. Non, je voudrais juste nuancer quand Idrissa Sompare parle de problèmes ethniques dans la politique. C'est un fait que l'aspect ethnique, les arguments ethniques sont utilisés à fond, mais au-delà de ça, il y a aussi un problème de représentativité réelle. Parce que quand vous prenez par exemple entre le RPG et l'UFG, pourquoi la majorité ou l'écrasante majorité des Malinqués sont au RPG? Pourquoi pas ailleurs? Alors qu'il y a d'autres partis politiques dont le leader est de la communauté du Manding. Oui. Il y a la même question du côté de l'UFDG. Il y a beaucoup de leaders de la moyenne Guinée, tout comme l'UFR. Justement, donc je crois que toute proportion gardée, il y a les arguments ethniques, mais ça aussi c'est valable entre ceux-là qui sont vraiment d'une certaine catégorie. Pour les autres, il y a la confiance également portée. Il y a également la confiance que les militants apportent sur ces différents leaders. Parce que ces formations politiques ont leur histoire. Et donc, ce n'est pas du jour au lendemain, ils sont devenus des formations assez fortes. Il y a eu quand même certains qui ont payé le prix d'un combat sur le terrain pour avoir cette assise-là. Et c'est que moi je respecte forcément, parce que les RPG et l'UFDG, quand tu prends leur parcours et même l'UFR, tu sens qu'il y a eu un travail de fond d'abord qui a été engagé. Après, voilà, quelle que soit la réalité, c'est quand même à apprécier. Talibé. Je pense que il faut que certains de nos acteurs politiques acceptent de prendre de la hauteur. Hier, j'ai aimé l'expression que Aluba a utilisée ici dans Mirador. Il faut qu'on prenne de la hauteur. Parce que je me dis que ce dont doit se prévaloir d'abord un parti politique, c'est son poids. Et jusqu'à preuve du contraire, on a de références en termes de participation à une élection inclusive. Ce sont les résultats des élections communales de 2018. Évidemment. Parce qu'on sait ce qui s'est passé, les fameuses législatives couplées au référendum, et puis la présidentielle, où d'autres n'ont pas été, estimant qu'ils accompagneraient donc le troisième mandat. Donc aujourd'hui, la seule grande élection nationale inclusive, donc au niveau national, ce sont les élections communales. Si on devait partir de ces élections communales, peut-être que des coalitions n'auraient même pas, disons, de place au niveau du CNT, en se fondant sur la répartition faite par comment dirais-je, l'équipe, la médiation sous la médiation d'Ousmane Doré. Donc aujourd'hui, il faut qu'on sorte un peu de ce nihilisme que voudrait. Il y a eu malheureusement cette phrase malencontreuse du ministre de l'administration du territoire qui dit qu'un parti politique vaut un parti politique. Bien. Ce n'est pas vrai. Voilà, ce n'est pas vrai. C'est de Talibé. Nous allons à présent partir à bâton rompu avec notre invité. Après avoir trouvé un accord sur la clé de répartition des 15 places accordées aux partis politiques, je parle bien sûr de ces coalitions en quelque sorte dirigées, s'il faut le dire comme ça, par Dr Ousmane Doré. Eh bien, ces coalitions sont appelées à déposer ce mercredi soir ou plus tard les dossiers de leurs représentants. Ont-ils réussi à déposer les dossiers? Que pense-t-il du partage fait par l'intercoalition dirigée par Mamadou Sylla? On posera ces questions à notre invité. Il s'agit de M. Boubacar Diallo. Il est le président du PP2. Il est au bout de fil. Bonsoir, M. Diallo. Allô, bonsoir.
Monsieur Diallo, est-ce que vous nous entendez? Eh bien, je pense qu'on a un souci. Eh bien, Tidjane, il faut revoir ça rapidement. On va essayer d'avoir ces différentes informations concernant le dépôt des dossiers de ces représentants de ces différentes coalitions. Je le disais tantôt, ils ont trouvé un accord. Eh bien, ce soir, en principe, ils doivent déposer les dossiers de leurs représentants au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. On va chercher à comprendre si ils ont déjà déposé. Bien sûr, on me signale qu'il est au bout du fil. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission, M. Diallo. Merci. Eh bien, je disais que en principe, c'est aujourd'hui vous devriez déposer les dossiers de vos représentants. Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que vous avez déjà réuni tout ce qu'il faut? Oui, au moment où nous parlons comme ça, les différentes plateformes sont en conclave à Kofi Annan, chez Dr. pour le dépôt de la liste de leurs candidats, des dossiers de leurs candidats, les différentes plateformes. Au moment où je quittais, ils étaient arrivés, donc c'est aujourd'hui que les différentes plateformes doivent déposer les dossiers de leurs candidats. Bien. Alors, ils vont déposer, mais pendant ce temps, il y a un autre partage fait par l'intercoalition. Que pensez-vous de ce partage? Écoutez, j'ai entendu parler, je me suis pas trop intéressé à cela. Ce qui a remarqué, c'est qu'au niveau du partage que nous avons fait, il est bon de rappeler d'abord que l'intercommission dont vous parlez était membre, avait répondu à participer à la première réunion qu'on a eue. Et nous avons été très surpris plus tard de voir dans les réseaux sociaux, ils nous ont même pas écrit, disant qu'ils suspendaient leur participation. On ne sait pas pourquoi, mais quand même nous avons continué à travailler et il y a eu des négociations très houleuses, très laborieuses d'ailleurs, pour que le RPG et l'IFDG se retrouvent autour de la table et discutent d'abord. Pour nous, déjà, ça, c'était quelque chose de très important. Parce que ce sont les deux partis majeurs actuellement sur la scène politique guinéenne. Donc, nous avons estimé que les négociations là étaient plus crédibles que d'autres parce que les deux acteurs majeurs font partie et ils ont accepté. Donc, nous avons fait beaucoup de concessions pour qu'ils se retrouvent. Et le partage qui a découlé de ça, ils ont eu près, je pense que plus de la moitié des 15. Les deux grandes formations politiques ont eu 8, 4 chacune d'entre elles, et leur coalition bien entendu. Et nous avons évalué aussi en fonction de la représentativité, c'est-à-dire au niveau du poids politique. Et nous avons pris d'ailleurs une des élections où il y a eu beaucoup plus de participation, l'élection communale, les élections communales, où là, tout le monde a pratiquement participé. Donc, à travers cela, nous avons estimé que chacun se contentait du nombre qu'on avait donné, près d'amples négociations. Voilà ce qui ressort de nos négociations. En dépit... Bon, maintenant que les autres se retirent et qu'ils disent, bon, c'est pas à nous de juger cela, c'est au ministère de l'administration du territoire de décider quelle est la liste qui est crédible et de prendre en compte. Voilà, nous ne pouvons pas l'arbitrer là-bas, c'est à l'arbitre de juger, qui est le ministère de l'administration du territoire. Sinon, selon la clé de répartition justement de l'intercoalition dirigée par Eladj Mamadou Sylla, on trouve que aux côtés de l'UFDG et du RPG, il y a l'IG... COPED. Non, le parti de Mamadou Sylla, l'IDG... Non, c'est CORED. Voilà, c'est la coalition CORED. Donc c'est le RPG Arc-en-Ciel, l'ANAD et la CORED qui ont chacun trois places. Comment est-ce que vous appréciez cet autre partage? Honnêtement, par là, je ne voulais pas discuter de ça parce que... Non, c'est important d'avoir votre avis là-dessus. Moi, je pense que c'est la pure spéculation qui a été faite au niveau de leur partage. Pourquoi? Parce que simplement, les concernés n'étaient pas là. Ni le RPG n'y était,
ni l'IFDG ANAD n'y étaient. La plus forte raison, nous. Nous, c'est que nous avons, dans notre coalition, on avait 2 et c'est ce qu'eux-mêmes ils ont dit. Maintenant, au départ, il faut reconnaître quand même qu'on avait demandé au RPG et à l'IFDG, c'est-à-dire à leur coalition, d'accepter d'avoir 3-3. En ce moment, si vous regardez bien notre partage, CPR s'est retrouvé avec 1 et la CORED se retrouvait avec 2, nous c'est 2. Ils ont reconduit la même chose. Sauf que quand ils ont boycotté, ils ont mis intercoalition. Vous savez qu'il y a 7 coalitions qui sont reconnues au niveau de l'administration territoire. Effectivement. C'est pourquoi le ministre de l'administration territoire leur avait demandé et avait eu des entretiens avec ces 7 coalitions. Donc, parmi ces 7 coalitions, il y a autres que nous avons considérées qui sont des coalitions qui ne sont pas reconnues, mais qui sont pour la plupart dans son intercoalition à lui, Mamadou Sylla. Ce qui fait qu'on a prévu 1 pour eux. Et au départ, Mamadou Sylla, c'était 2. Bon, mais il se trouve que avec le RPG et l'UFDG qui voulaient avoir plus, nous avons estimé que le nombre de partis qui ont participé aux élections majeures était plus important chez nous que chez lui. Bien. Donc, quelle image ça donne aujourd'hui, cette cacophonie, quelle image ça donne à la classe politique guinéenne? Écoutez, je pense que c'est une question de crédibilité. C'est à vous et à l'opinion nationale de savoir quels sont les partis crédibles qui se trouvent dans les négociations. Nous disons que si vous prenez le RPG, vous prenez l'IFDG, vous prenez notre coalition, où il y a 6 partis qui ont participé aux élections majeures, et vous prenez encore d'autres qui sont venus signer, qui ne sont pas ceux que je viens de citer. Vous voulez dire la COPED? La COPED. La COPED, hein? Oui, nous sommes de la COPED, avec Dr Ousmane Kaba, où nous avons 10 partis, mais 6 ont participé aux élections majeures. Donc, si vous prenez cela et regardez même leur background, je pense que, quelque part, c'est à vous de juger qui est crédible et qui ne l'est pas. Moi, je ne veux pas jeter la main sur quelqu'un. Je dis simplement que nous devons être sérieux dans ce pays-là. C'est l'administration de droit de juger désormais. Alors si on s'en tient aux réactions des différentes coalitions, au partage que l'équipe de Ousmane Doré a eu à faire, donc la COPED, la CORED de Mamadou Sylla n'est pas d'accord, la CPR de Faya n'est pas d'accord, et autres, c'est autres là. Est-ce qu'il y a une liste ou des noms déposés au nom de ce groupe appelé autres? Écoutez, en principe, ce groupe-là, autres là, ce sont ceux-là qui n'ont pas participé aux élections. Normalement, mais nous ne savons pas, il y a 181 partis. Nous avons demandé à tout le monde de venir sur la table de négociation. Ceux qui sont en train de contester aujourd'hui étaient autour de la table, vous parlez de CPR. C'est pas moi qui le dis. Lui-même, la première fois, il était là, le leader, le président du CPR, il était là. Donc, c'est le deuxième jour, il était là aussi, il s'est fait représenter. Négociation sur négociation, on dit que dans son groupe, il n'y a que son parti seul qui est parti à une élection majeure. Celui seul, pas un autre. Tous les autres là devaient être... Il y a le parti de Dr Makale aussi, hein? Dr Makale... Non, il parle de la CPR. Il parle de la CPR de Faya Milimono. D'accord. Faya Milimono. Les coalitions sont nombreuses, parfois on se perd. Écoutez, il nous dit qu'il a 15 partis. On dit, citez-nous les 15 partis. On veut savoir quels sont ceux qui sont partis aux élections majeures. On nous a donné aucune réponse, sauf dire seulement parti égale parti, et qu'ils ont participé. Donc ça, c'est un. Et c'est pas nous qui le disons. Nous-mêmes, on l'a octroyé un. Et de l'autre coalition aussi qui a fait, je ne sais pas quel est son nom. L'intercoalition. Lui-même, il a un. Maintenant, vous parlez de BOC. Moi, je ne savais pas que BOC ne pouvait pas avoir quelque chose, mais l'argument qui a été donné, c'est que d'abord, lui, à l'ouverture, il était là, et après, il a boycotté. Un. Deuxièmement, quand on va aux élections communales, il n'a aucun élu sur l'ensemble du territoire national. Malgré qu'il est là il y a longtemps. Moi, c'est ce que j'ai appris. Donc, mais il dit qu'il a pu se faire élire aux législatives. Non, attendez, moi-même j'étais député. Moi, j'ai été aux élections en 2018. J'ai eu des élus dans les circonscriptions les plus difficiles, à Labé et à Ratoma. Moi-même, je suis élu et pourtant, je viens d'arriver. Je suis arrivé en 2015.
en 2018, je compétais avec le RPG, avec l'UFDG, avec tous les partis, les contrats de grands. Et dans ça, je sors, au moins, j'ai eu des élus locaux. Bien. Et lui qui est là depuis longtemps, il n'a eu aucun. Et pourtant, ça, c'était ouvert à tout le monde. Ça, c'est un premier aspect. Moi, je ne savais pas qu'il n'avait pas d'élus locaux. Moi, j'ai voulu défendre son cas en disant, attention, Boc, qui est reconnu là-bas, doit avoir au moins un autant que CPR. On dit, mais il n'a aucun élu. En plus, il a boycotté. Comment voulez-vous qu'on donne à quelqu'un qui ne reconnaît même pas la plateforme? Ouais. Mais par contre, l'autre était là, il contestait. L'autre était là, il contestait malgré tout. Je vais parler de CPR. Bien. Il était là, ses représentants étaient là. Voilà, merci beaucoup à vous, monsieur Diallo. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, c'était Boubacar Diallo, il est le président du PPD. À présent, nous allons donner la parole aux citoyens. On va chercher à comprendre ce qu'ils pensent de la saisie des passeports des DAF. Ça sera tout à l'heure dans Ils ne s'en foutent pas. Après les ministres de l'ancien gouvernement, c'est au tour des directeurs des départements et des affaires administratives et financières des ministères et des institutions publiques, les directeurs des régies financières de l'État et les directeurs des établissements publics administratifs qui sont sommés de déposer leurs documents de voyage. Qu'en pensez-vous? Appelez-nous et réagissez. Nous avons un auditeur au bout du fil. Bonsoir. Alors oui, bonsoir au talker. C'est Ali Macron, je vous appelle depuis Sangoya. Bienvenue à vous, Ali Macron. Je pense que cette mesure, c'est une mesure salutaire dans la mesure où c'est une mesure conservatoire. Ouais. Le temps pour le CNRD de vérifier, bien évidemment, la gestion des DAF, mais aussi toutes ces personnalités qui ont eu le temps de gérer ce pays, parce qu'il ne faut pas se mentir, ce pays est truffé de cadres véreux. Ouais. Donc il faut faire la part des choses et savoir aussi que la lutte contre la corruption, moi je pense que c'est une très bonne chose. Il faut que nous, les biens de l'État soient gérés de façon efficiente. Donc une gouvernance vertueuse, elle est possible avec le CNRD. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous saluez cette décision. Nous allons écouter notre auditeur, voir ce qu'il pense de cette décision. Et bien on me signale que ce n'est plus possible. Merci tout de même à vous, fidèles auditeurs. On se donne rendez-vous demain à la même heure et sur la même fréquence.